Eh ben, une start-up, on l'a bien vu, hein, ce n'est pas qu'un mot anglais qui fait joli. Le terme a été utilisé pour la première fois par le magazine Forbes en 1976 et littéralement, il signifie démarrer. La start-up, plus qu'une entreprise, c'est une organisation temporaire basée sur un modèle de business innovant et technologique qui a pour but de grandir et d'être rentable. Effectivement, c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, mais est-ce que vous pouvez nous dire des mots, des précisions, donner des précisions sur le principe de fonctionnement d'une start-up? Le point de départ de toute start-up ou jeune pousse en français, c'est bien de trouver l'idée avec grand I. Dans la culture start-up, on aime bien d'ailleurs l'allégorie de l'océan rouge, de l'océan bleu. L'océan rouge, c'est vraiment l'océan qui est saturé de concurrents. Par exemple, si vous vendez pain brochette dans un quartier qui compte déjà 4 vendeurs de pain brochette et c'est un tout petit quartier, ça va être compliqué. Alors qu'au contraire, la stratégie de l'océan bleu, ça va représenter le plateau un dimanche matin. C'est vraiment l'idée d'être seul dans son couloir avec une idée originale qui s'adresse à un marché naissant ou un marché qui n'est pas encore ciblé par les entreprises. Comme d'ailleurs, on l'a vu avec Évariste Akoumian, l'Ivoirien qui a créé ce cartable Solar Pack qui permet aux enfants d'aller à l'école, mais le soir dans des zones en Côte d'Ivoire où il n'y a pas de courant, d'avoir donc cette technologie solaire pour pouvoir étudier. De là, le ou les porteurs de projet, on l'a vu avec ce que vous avez dit, monsieur Aipo, donc ils testent leur idée, en général c'est avec leurs moyens propres ou les moyens de leur entourage, c'est ce qu'on appelle le love money. Et ensuite, l'idée c'est de vraiment taper dans l'œil de plus gros investisseurs via des concours, via des approches directes, mais aussi via la présence des incubateurs. Car les startups, en général, sont logées dans des incubateurs ou des pépinières, donc c'est vraiment l'allégorie de la jeune pousse. Et c'est-à-dire ce sont des lieux qui les hébergent, qui vont les aider à se développer via du conseil, du mentorat, mais aussi des aides au financement, des avantages fiscaux, comme la zone franche qu'on a d'ailleurs à Grand Bassam, qui s'appelle le Vitib. Effectivement, on a vu, on peut avoir une idée, on peut même avoir des financements, mais ce n'est pas gage de succès et de réussite pour les startups. Absolument pas. Aux États-Unis, une entreprise sur 2 meurt avant sa 5e année. Un autre chiffre qui est intéressant, 15% seulement des startups, par exemple en Afrique du Sud, réussissent sur le long terme. En général, le taux mondial est entre 15 et 35%. Moins d'1% des startups deviennent ce qu'on appelle des licornes. Donc, ce sont des entreprises qui vont atteindre des valorisations à plus d'1 milliard de dollars. C'est le cas, par exemple, de Telegram, de TikTok. Et un autre chiffre qui est intéressant aussi, c'est que autour de 16% mondial de jeunes pousses sont rachetés par des grands groupes qui vont donc racheter leur technologie. Les chiffres sont assez éloquents, mais j'aimerais que vous nous disiez un mot sur on entend beaucoup parler de culture d'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? 3 points intéressants dans la culture de la start-up. On l'a vu d'ailleurs à l'époque avec les Mark Zuckerberg qui sont habillés de manière très décontractée. Donc c'est vraiment une petite différence avec l'entreprise classique. La hiérarchie dans la start-up en général, elle est flat, c'est-à-dire qu'elle est plate. Il n'y a pas vraiment, il y a peu de managers à des niveaux intermédiaires. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une entreprise qui est flexible, où on peut communiquer facilement et prendre des décisions tout aussi rapidement. Le deuxième point, on pourrait le traduire en français par construit, mesure, apprend, parce qu'une start-up, c'est l'expérimentation. Elle doit tester son marché, elle doit tester son produit. Et son intérêt aussi, c'est la scalabilité, c'est-à-dire trouver des moyens et des solutions qui vont lui permettre d'augmenter son volume de clients, son volume de produits sans mettre à mal l'organisation. Et le dernier point, d'ailleurs, qui des fois nous hérisse un peu le poil sur Facebook, c'est le storytelling. Les startups, elles adorent raconter des histoires. J'ai commencé avec un petit grain de riz. Aujourd'hui, j'ai une rizière incroyable, toute une rizière dans le village de Dr Philo, par exemple, à l'ouest du pays. Donc, la start-up, parce qu'elle veut que vous vous identifiez à elle, parce qu'elle veut aussi que les investisseurs soient touchés, elle adore raconter des histoires. Et c'est très bien dit, Moya, mais moi j'aimerais bien savoir, quand on parle des startups, on l'a vu tout à l'heure, on parle des jeunes, etc., ça demande beaucoup d'engagement. Mais en ce qui concerne les salariés, est-ce que ça demande aussi un engagement total des salariés? Absolument, quand vous rentrez dans une startup, c'est que vous achetez la vision de la startup. Les salariés sont très polyvalents en général dans les startups, ils travaillent de longues heures. Il faut dire aussi que la startup a aussi une grande culture pour resserrer les liens. Donc il y a des team building, des séminaires, des after-work, etc. Donc c'est un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale qui peut être assez ténue. Et d'ailleurs, dans les startups, il n'est pas rare d'avoir ce qu'on appelle les burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel. Alors Moya, pour terminer, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est que la start-up, c'est un mythe qui est fondé sur l'idée d'atteindre un niveau de richesse insolent tout en sauvant le monde avec un produit innovant. Elle repose aussi souvent sur la collecte de données des utilisateurs dans sa démarche d'optimisation de la vie, ce qui ne fait d'ailleurs qu'augmenter notre dépendance aux technologies. Certains auteurs parlent ainsi de la colonisation du capitalisme numérique ou encore de cynicolonisation du monde. Merci beaucoup Moya, tout pertinent.